Tu sais à quoi on reconnaît les gens médiocres? Jeunes, ils n'écoutent rien. Adultes, ils ne font rien de leur vie. Et quand ils sont vieux, ils emmerdent tout le monde. Ça, c'est la définition de la personne médiocre. Avoir beaucoup d'argent, c'est pas forcément, on n'est pas si libre que ça. On n'est jamais vraiment libre, tu sais. Il y a toujours des factures à payer. More money, more problem, hein, comme disait Notorious Big. Hein. C'est vrai. Le pardon, c'est pas la réconciliation. C'est pas parce que je pardonne à quelqu'un qu'on va se reparler, qu'on va faire la fête ensemble. Ça demande encore. C'est une force encore. C'est différent. Et puis ensuite, il y a une deuxième notion qui est très importante, de laquelle je parle dans le livre. Ça s'appelle la téléologie, d'après Aristote. C'est un très vieux concept, la téléologie, qui dit que chaque chose sur Terre a une finalité. Chaque traumatisme a une finalité. La finalité d'une graine, c'est de devenir un arbre. Salut Alexis, comment tu vas? Ça va super. Ça va. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, déjà, brièvement? Oui, donc voilà, Alexis de Comnène, entrepreneur, explorateur, voyageur, écrivain, philosophe. C'est top, top, top. Et du coup, ici, on est là aujourd'hui pour parler de ton livre. Ouais. Donc, Alexis Nouveau de livre. Comnène, Platon, Marc Aurèle et moi. Je te laisse le tenir pour montrer justement à Et nos voilà. auditeurs. Donc voilà, tu peux nous dire où est-ce qu'il est disponible, où est-ce qu'on peut se le procurer? Édition Jet d'encre, distribution Hachette Livre, donc c'est disponible absolument partout, que ce soit la Fnac, Amazon, dans les librairies, dans tous les pays francophones, France, Suisse, Belgique, Luxembourg, absolument partout en fait. Hein. Top, top, top. Donc voilà, les amis, procurez-le-vous. Moi, le mien, il est là. Et donc voilà. Alors la pochette, il faut savoir que la pochette, c'est un morphing avec mon visage, le visage de Marc Aurèle et le visage de Platon en fait. Ah ouais? Des statues de Marc Aurèle, de Platon et de moi. On a fait un morphing et ça donne ça. Ok. Donc, tu as un peu des origines un peu grecques, quoi. C'est un peu rigolo. Oui, c'est vrai, par ma mère, oui. Ok. Bien, ça va. Écoute, on va commencer directement fort. On va commencer par une séquence flash. Et en fait, je vais te demander, à chaque fois, te poser une question et te demander, donc, qu'est-ce que tu penses de ça en une phrase? Allez, ça va. Ça va? Vas-y. Donc, à chaque fois, essaye vraiment de faire une phrase ou deux. Ça va? On va essayer de ne pas faire comme les hommes politiques. Vas-y. Ça va. Donc, dis-moi, en une phrase, pour toi, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est une autorisation religieuse et sociétale à l'acte sexuel pour la jeune femme dont le but et l'unique objectif est la reproduction sexuée de l'espèce. Ok. Et il ne faut pas confondre l'amour, le sexe et tomber amoureux, qui sont trois choses complètement différentes. Et c'est pour ça que les gens sont souvent perdus, c'est qu'ils confondent les trois. Ok. Pour toi, c'est quoi la différence entre les trois? Alors, l'amour, c'est l'amour filial, l'amour qu'on peut avoir pour ses enfants, pour sa mère, pour un couple qui est ensemble depuis longtemps. Le sexe, c'est comme le plaisir, c'est instantané, ça dure que quelques minutes. Donc c'est une passion. Et l'amour dure 3 ans, comme disait dans son livre Frédéric Becbédé, il a raison. Tomber amoureux, c'est aussi une production d'endorphine, de dopamine, à laquelle on peut être accro. Il y a des gens qui sont accros au fait de tomber amoureux, donc qui doivent changer tout le temps pour avoir, comme un drogué, finalement, comme un toxicomane, toujours cette sensation un petit peu euphorique. Donc ça n'est pas un état non plus. Un état, c'est quelque chose qui perdure. Donc l'amour, le vrai, c'est un état. Donc si une relation entre un homme et une femme, ou entre deux hommes, entre deux femmes, puisque maintenant, bon, c'est moderne, doit perdurer, si elle est basée uniquement sur le sexe, il n'y aura pas longtemps. Hein. Donc en général, c'est 2-3 ans. Ensuite, il faut plus que du sexe et de l'attirance physique pour qu'une relation puisse pérenniser. Ça me paraît évident. Donc pour toi, ça veut dire que quand on commence à fréquenter une personne, donc pour toi, l'amour, c'est le vrai amour qui permet que ces personnes restent au moins 10-15 ans ensemble, voire plus. Tout est reproductif, c'est-à-dire que l'attirance physique entre deux personnes, pour se rencontrer, il faut s'attirer. Donc forcément, il faut qu'il y ait une attirance physique, donc c'est sexuel au départ. Mais il y a des gens qui disent aussi il y a des gens qui disent qu'ils n'étaient pas attirés physiquement, ils étaient attirés par rapport au caractère et par après, justement, ils ont commencé à ressentir de l'attirance. Alors ça, c'est plus un discours entre guillemets féminin, parce que moi, je connais pas, j'ai pas d'amis hommes qui vont dire que ma femme, je l'ai connue, elle me plaisait pas. C'est vrai. Donc c'est un point de vue qui est différent, qui est peut-être un peu plus féminin. Ouais. Alors il faudrait peut-être déconstruire
les femmes, la féminité, pour qu'elles aient un point de vue différent, ou alors nous déconstruire, nous, en tant qu'hommes hétérosexuels, pour voir les choses différemment. Mais tout est basé sur l'attirance sexuelle au départ. Ensuite, comme je te dis, la passion, ça ne dure qu'un instant, c'est comme le plaisir, c'est différent du bonheur. En fait, que le plaisir dure un instant, le bonheur, c'est un état. Donc l'amour est un état. Mais l'attirance sexuelle, évidemment, nos grands-parents, quand ils ont 80 ans, c'est plus l'attirance sexuelle qui pérennise le couple. C'est tout ce qu'ils ont vécu ensemble, c'est les épreuves, etc. Ça, c'est le vrai amour. Comme l'amour aussi d'une mère pour son fils, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les mères aiment leur fils, malheureusement, et que tous les fils aiment leur mère. Mais en tout cas, c'est l'amour, c'est un état, donc c'est inscrit dans la durée. L'attirance sexuelle ou le fait de tomber amoureux, c'est tout à fait différent et par définition, c'est quelque chose de temporaire. Donc si on veut pérenniser une relation, il faut plus que de l'attirance sexuelle, plus que du sexe. Si ta femme demain, elle se fait renverser par un camion, qu'elle est dans un fauteuil roulant, ça veut dire quoi? Tu vas la quitter? Non. Parce qu'elle t'attire plus sexuellement. Donc les gens, on voit beaucoup de couples qui divorcent parce qu'ils sont mariés depuis 3-4 ans, qui disent on fait plus l'amour, donc moi je divorce. C'est que tu l'aimais pas. C'est vrai, ça c'est vrai. Voilà. Si c'est pour ça, c'est vrai que tu l'aimais pas. Bien sûr. Une femme, un mari ou une femme, ça va au-delà de la maladie, ça va au-delà de l'handicap. Ça, c'est le vrai amour, le vrai, qui est comme l'amour filial. Tout le reste, ça n'est que sexuel. C'est pas les prostituées, les escort girls savent ça. On peut coucher avec un homme sans l'aimer. Et on peut aimer quelqu'un sans coucher avec. L'amitié, quelque part, c'est aussi la vraie amitié, on verra ça tout à l'heure, je crois. L'amitié absolue, c'est une forme d'amour aussi. C'est vrai. On va passer maintenant à l'intelligence. Comment est-ce que toi, en une phrase, tu pourrais définir l'intelligence et après tu peux développer sans souci? L'intelligence, je dirais que c'est la capacité à se remettre en question et à penser contre soi-même. Okay. Donc de manière très triviale, on pourrait dire aussi que l'intelligence, c'est tout simplement l'action qui réussit. Ok. Tout simplement. Quand tu dis l'action qui réussit, tu peux développer? Qu'entends-tu par action? Ça peut être une action, ça peut être quelque chose d'intellectuel, mais ça peut être aussi quelque chose de professionnel, ça peut être aussi dans ta vie privée. Il faut de l'intelligence pour réussir et pour aboutir sur des choses positives, bien sûr. Mais oui, quelque part, l'intelligence, c'est l'action qui réussit, puis surtout la faculté à se remettre en question et à penser contre soi-même, je crois. Et tout ce qui est naturel est intelligent. D'accord? Donc tout ce qui est le produit de la nature est l'intelligence. La bêtise n'existe pas à l'état naturel. La bêtise, c'est quelque chose d'humain. D'accord? Donc la nature n'est jamais bête. Donc tout ce qui va se rapprocher le plus de la nature tend, je dis bien, vers l'intelligence. D'ailleurs, on dit toujours qu'une femme n'est pas belle parce qu'elle n'est pas naturelle. Par exemple, une femme s'est fait refaire les seins, la bouche c'est trop gros, etc. On dirait c'est pas beau, c'est pas naturel. Ouais. Donc quelque part, on a déjà ce réflexe et dans l'art c'est pareil, tout ce qui est beau se rapproche, est une mimésis de ce qu'il y a déjà dans la nature. Ouais. Mais l'intelligence c'est pareil. Okay. La nature est toujours intelligente. Donc ce qui est contre nature n'est pas intelligent. Donc comme tu dis, donc par rapport à toi, donc tu dis que tout ce qui est naturel est intelligent. Mais donc du coup, vu que ça vient de la nature, est-ce que tu penses qu'on est tous avec une certaine intelligence, donc on est tous, entre guillemets, munis d'une certaine intelligence et d'autres le développent avec le temps, ou bien t'en as qui sont nés avec une intelligence plus poussée que d'autres? Qu'est-ce que tu t'en penses par rapport à ça? Je pense que nous ne sommes pas tous égaux. D'abord l'intelligence, dans le livre j'en parle, il y a 8 types d'intelligence différentes. Donc il y a l'intelligence spatio-temporelle, okay. L'intelligence verbo-linguistique, l'intelligence intracorporelle, extracorporelle, l'intelligence mathématique. Donc il y a énormément de sortes d'intelligence différentes. D'accord ? Donc, l'intelligence, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Mais l'intelligence tend toujours vers ce qui est, si ce n'est naturel, en tout cas, dans l'intérêt de la nature et donc finalement de l'espèce humaine et de la vie en communauté. D'ailleurs, celui qui a inventé
la bombe atomique, quelques années après, je crois, a essayé de se suicider parce qu'il a compris que c'était une invention qui était terrible. Pourtant, c'est un type brillant, mais que ça allait à l'encontre de la nature intelligente, tout simplement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on en parlera, je crois, après, que la mort ne doit pas être considérée comme quelque chose de négatif. La mort, c'est quelque chose de naturel. Donc, et tout ce qui est naturel est bon, même si ça nous échappe. Un cyclone, un tsunami, ça rentre dans des phases de renouvellement de cycle auxquelles il y a des personnes qui n'appartiennent plus et donc elles meurent pour laisser place à des nouvelles générations. Donc c'est pas la mort qui est terrible, c'est l'idée qu'on a de la mort qui est terrible. C'est tout à fait différent. Et pour passer à autre chose, on reste toujours donc dans une phrase, donc une définition. On va en faire encore deux. Pour les deux dernières, je te laisserai choisir quel thème tu voudras parler. Mais celle-ci, elle est importante. Je voulais savoir, pour toi, le bien et le mal, c'est quoi la différence? Quelle est la différence entre le bien et le mal? Ah, ça c'est intéressant. Alors, d'un point de vue théologique, le bien, ça va être tout ce qui va dans le sens de la communauté, de l'espèce et de la société humaine. Donc ça va être se marier pour se reproduire, donc faire naître des nouveaux êtres de l'espèce, ne pas tuer, faire le bien autour de soi, être généreux, être empathique, tisser des liens avec d'autres communautés. Par définition, théologiquement, c'est ce qui est bien. Donc tout ce qui est bien pour la communauté et pour l'humanité est un bien. Et à l'inverse, tout ce qui va être tué, forniqué de manière non reproductive, c'est-à-dire de manière récréative, même l'homosexualité pour ceux qui font de la théologie, tout ce qui va aller contre l'humanité et la communauté, tuer des enfants, violer, piller, voler, être malhonnête et mal. Alors maintenant, attention, c'est plus compliqué que ça. Ça n'est pas parce que la souffrance est un mal que le plaisir est un bien. Si tu trompes ta femme, c'est pas bien. Ça n'est pas parce que la tristesse est un mal que le rire est un bien. Si tu te moques d'un handicapé, c'est pas bien. Donc pour savoir si une action est bonne ou mauvaise, il faut connaître la causalité, le développement et la finalité de cette action. Ça n'est pas parce que je te souris que je te veux du bien. Ça n'est pas parce que je te sermonne que je te veux du mal. C'est plus complexe que ça. Donc le bien, le mal, c'est aussi une question de perception. Ce qui est bien pour toi, parfois pour moi, je trouve pas ça bien. Ce qui est mal pour toi, je vais te dire parfois, mais oui, mais non. Donc c'est aussi une question de perception. Donc c'est très complexe, tout ça. C'est très complexe. Et donc, tu choisis quoi pour la dernière, donc une phrase, une définition, une phrase, une seule phrase. Tu choisirais quoi entre soit le thème du bonheur, soit le thème de l'argent? Les deux thèmes sont liés. Ça peut se rejoindre. Comment tu définirais justement le bonheur et comment tu définirais l'argent? C'est très rapide. Le bonheur, il y a une phrase de Saint-Augustin qui dit que le bonheur, c'est de pouvoir désirer, de continuer à désirer ce qu'on possède déjà. Donc le bonheur, de manière très triviale, très simple, c'est la tranquillité de l'âme. C'est ce que les anciens appelaient l'ataraxie. Les stoïciens appellent ça l'ataraxie, c'est-à-dire l'âme tranquille, ni l'euphorie, ni l'abattement. C'est constant. C'est ce qu'on appelle l'ataraxie. Le bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est un état. Le plaisir, c'est quelques secondes, quelques minutes. C'est pas la même chose. Donc voilà, de manière très triviale, le bonheur, c'est la tranquillité de l'âme, je crois, vraiment. Ok. Et l'argent? Alors l'argent, c'est comme l'amour. Il faut en avoir, mais pas plus que nécessaire, en fait. Tu trouves que les gens qui ont plus que nécessaire, est-ce que pour toi, une personne qui a trop d'argent plus que nécessaire, est-ce qu'elle peut perdre la raison à cause de cet argent? Non, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, hors caméra. Je pense que quelqu'un, quand il n'est pas bien dans sa vie pauvre,
sera pas bien dans sa vie riche. Et je pense que quelqu'un qui est équilibré pauvre sera équilibré riche. Il est plus facile de rester pauvre que de rester riche, d'ailleurs. C'est quelque chose de plus simple aussi. Ça, c'est vrai que j'ai entendu ça. C'est dur de garder... parce que ton train de vie change. En fait, plus tu as de l'argent, les gens se disent... J'ai déjà entendu des gens qui disaient, bah écoute, moi, quand j'aurai de l'argent, je ne vais pas changer, je vais continuer à aller travailler, même si j'ai des millions. J'ai dit, ça va alors. On verra quand tu es... Il est plus difficile de rester riche que de rester pauvre. Ouais, parce que ton train de vie change. Donc, du coup, bah, si tu ne fais pas encore plus d'argent, malheureusement, à un moment donné, l'argent arrive à expiration. Oui, bien sûr. Et puis le bonheur, l'argent n'est pas une fin en soi. L'argent est un moyen d'aller peut-être vers une certaine forme de liberté, mais de liberté financière. Encore une fois, avoir beaucoup d'argent, c'est pas forcément, on n'est pas si libre que ça. On n'est jamais vraiment libre, tu sais. Il y a toujours des factures à payer, more money, more problem, hein, comme disait Notorious Big. Hein. C'est vrai. Mais donc l'argent n'est pas une fin, c'est un moyen. Et avec l'argent, ce qui est bien, c'est qu'il y a que deux problèmes, trop ou pas assez. C'est vrai, t'as raison. Maintenant, on va laisser donc les définitions et on va aller plus sur comment faire. Donc, dans ton livre, tu consacres un chapitre à la colère. Dans ce monde où tout le monde s'énerve pour un rien sur les réseaux, comment est-ce qu'on fait, selon toi, pour garder son calme comme un stoïcien? Bon, d'abord, je crois que la colère, il y a rarement quelqu'un, c'est jamais une personne qui nous met en colère. C'est notre perception des choses qui nous rend en colère. Je vais te donner un exemple très simple. Si quelqu'un t'insulte dans la rue, en cantonais, en javanais ou en roumain, moi ça m'est déjà arrivé de me faire insulter, je crois que c'était un roumain, j'ai eu un fou rire. Parce que je ne comprenais rien à ce qu'il me disait et je voyais le mec s'énerver. Et j'ai eu un fou rire. Alors que le mec devait me dire des trucs horribles. Ouais. Si le mec te dit la même chose mais dans une langue que tu comprends en français, tu vas mal le prendre. Ouais. Donc j'ai envie de te dire, quand un mec que tu connais pas t'insulte dans la rue, ou un fou, franchement, fais comme si c'était une langue que tu comprends pas. Et celui qui ne réagit pas, en fait, c'est celui-là qui gagne. Par exemple, en Orient ou en Asie, si tu t'énerves, si tu frappes quelqu'un, si tu tapes une crise, c'est toi qui as perdu. C'est-à-dire que tu vas te taper la honte. Tout le monde, c'est la honte, elle est vraiment sur toi, sur celui qui perd ses moyens. J'ai envie de te dire, l'expression « perdre ses moyens », ça ne veut pas dire que tu perds tes moyens, ça veut dire que pendant l'espace d'un instant, c'est ton interlocuteur qui a pris ton âme. Donc si tu ne donnes pas, si tu ne t'offres pas au premier venu, si tu n'offres pas ton corps au premier venu, pourquoi tu offres ton âme au premier venu? Et celui qui garde le contrôle, c'est un pouvoir illimité de pouvoir garder. On voit bien dans les débats politiques aussi, quand il y en a un qui pète les plombs, je ne sais pas si tu te rappelles du débat entre Sarkozy et Ségolène Royal. Ségolène Royal avait pété les plombs, elle s'était ridiculisée. Marine Le Pen face à Macron, c'est ce qui a fait gagner Macron d'ailleurs, qui n'est pas mieux que pas quelqu'un. Et tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette femme? Elle rentre dans tous ses états, elle ne se maîtrise pas, elle ne se contrôle pas. Donc ça donne une image terrible, quelqu'un qui perd le contrôle. Et toi, si après tu te fait insulter, menacer, rabaisser, t'es cool, tu regardes la personne, tu rigoles, la personne passe pour une conne. Ça calme directement. En plus, même la personne, elle se dit, mais je suis en train d'insulter. C'est très perturbant. Tu vois, elle dit, mais pourquoi est-ce qu'elle C'est très perturbant que quelqu'un qui t'agresse, il attend à ce que tu répondes par l'agression. Et je dirais que la colère n'est efficace que dans deux moments. Dans le théâtre et les hommes politiques qui savent quand elle est feinte, en fait, qui font semblant. C'est quand on fait semblant d'être en colère. Comme « Oh, mais vous n'avez pas honte !» etc. Mélenchon fait ça très bien d'ailleurs. Et les hommes politiques, ils apprennent ça en rhétorique, et les avocats aussi. Donc la colère n'est efficace que quand elle est feinte. Parce que quand tu es vraiment en colère, ton cerveau il se met en off, tu perds tous tes moyens et tu fais que de la merde. Ouais, c'est vrai. Tu prends des mauvaises décisions, tu t'énerves, tu fais n'importe quoi. Toujours. C'est vrai que c'est pour ça qu'on dit que dès qu'on est en colère, avant de dire quelque chose, avant de faire quelque chose, il faut se calmer, tu penses à rien, tu pars. Jamais à chaud, jamais réagir à chaud sur des messages WhatsApp, sur des provocations sur les réseaux sociaux. Laisse tomber, laisse couler. Et puis plus tard à froid, parfois le même truc qui t'a rendu furieux, sauf que tu dis mais en fait c'est ridicule, c'est une perte de temps, c'est des mauvaises énergies, ça sert à rien. Laisse l'autre dans sa médiocrité, c'est pas grave. Hein. Franchement, tant que la personne ne te touche pas, elle peut t'insulter, dire ce qu'elle veut sur toi, franchement c'est pas très grave quoi. Okay. C'est un pouvoir énorme ça. Ouais, le fait de gérer ses émotions, les gens blaguent. Hein, c'est terrible. Hein. Ah non, le mec qui fait ça c'est un tueur. Non, mais la plupart des gens qui sont forts là-dedans, généralement ils ont réussi.
généralement. Je ne connais pas quelqu'un qui sache gérer ses émotions et qui est... C'est ce qu'on appelle les gens continents et les gens incontinents. Donc les gens qui ne savent pas gérer leurs émotions, les gens qui ont des tempéraments trop explosifs, trop impulsifs, sont les gens qui vont rater leur vie. C'est les gens qui ratent leur vie, en fait, tout simplement. Ils prennent des décisions sur base de leurs émotions. Tu sais à quoi on reconnaît les gens médiocres? Jeunes, ils n'écoutent rien. Adultes, ils ne font rien de leur vie. Et quand ils sont vieux, ils emmerdent tout le monde. Ça, c'est la définition de la personne médiocre. Et en général, les gens médiocres, on les reconnaît parce que quand ils sont trop proches de toi, ils se croient tout permis. Quand ils sont trop éloignés, ils vont te salir. Donc, il faut s'éloigner vraiment un maximum de ce genre de personnes parce que ça déteint sur toi. Tu sais, quand tu manges à table avec quelqu'un de médiocre, quand c'est des plats en sauce, parfois tu peux avoir des éclats de sauce sur toi. Tu vois. Donc, tous les gens vulgaires, les gens médiocres, il faut vraiment s'en éloigner. Et parfois, l'ipséité, c'est-à-dire être un petit peu dans son coin. Il y a un rappeur, c'est Damso, je pense, qui a sorti un album qui s'appelle Ipséité. C'est un très beau mot parce que c'est pas l'ostracisation, c'est pas être mis de côté par la société. L'ipséité, c'est volontaire. La solitude, quand c'est un choix, c'est un luxe. C'est un grand luxe. Quand elle est subie, c'est une torture. Mais quand la solitude est un choix, c'est-à-dire je veux me mettre à part parce que je veux pas me mélanger avec les gens médiocres, c'est pas mal, c'est classe aussi ça. Ouais, tu vois. Entre ça et dominer tes émotions, tu es déjà un personnage à part quand même. Ouais, les gens ne vont pas te regarder pareil déjà. Ouais, tu vois. C'est vrai. Et maintenant, on va parler du traumatisme. Ouais. Donc, dans ton livre, tu parles donc des chocs de la vie. Moi, je voudrais te poser une question. Est-ce qu'on peut vraiment donc, transformer donc, une grosse galère ou un traumatisme en une force ou c'est juste une belle phrase de livre? Je pense qu'il y a deux choses très importantes justement sur ce thème-là, dans ce chapitre, dans le livre. C'est d'abord la notion du pardon. Apprendre à pardonner à la personne qui t'a fait du mal, mais aussi à te pardonner à toi-même de l'avoir laissé te faire du mal, parce que personne ne peut te faire du mal si tu ne lui donnes pas l'autorisation de te faire du mal. Donc parfois, on a donné l'autorisation à quelqu'un de nous faire du mal. Mais t'en as qui, par exemple, imaginons, je te donne un exemple, tu marches dans la rue, tu as une personne qui vient, elle te renverse, bam, elle part. Tu lui as pas donné l'autorisation. C'est un mais là c'est différent, c'est pas vraiment un traumatisme, c'est une impolitesse, c'est de la médiocrité pure. Donc là, encore une fois, ça revient à la colère. Ne pas te mettre en colère, laisse tomber. Tu sais, il y a des choses, tu as autre chose à faire que de t'énerver pour quelqu'un de mal élevé. Ça, c'est différent. Okay. Mais si tu veux vraiment, quand on parle de traumatisme, on parle de viol, on parle de violence, on parle de personnes qui ont essayé peut-être t'assassiner, de vraies choses très violentes, hardcore, vraiment. Ouais. Des gens qui t'ont fait du mal, qui t'ont mis dehors, qui ont des choses comme ça. Donc je crois qu'il y a la notion de pardon. Garder de la rancœur contre quelqu'un, c'est la garder dans son cœur finalement, toute sa vie. Est-ce que tu tiens à garder quelqu'un qui t'a fait du mal dans ton cœur? Non. Donc il faut faire sortir cette personne de son cœur, sinon on va souffrir toute sa vie. Et pour ça, il faut pardonner. Attention, le pardon, c'est pas la réconciliation. C'est pas parce que je pardonne à quelqu'un qu'on va se reparler, qu'on va faire la fête ensemble. Ça demande encore, c'est une force encore, c'est différent. Donc on peut tout à fait pardonner à quelqu'un pour aller mieux soi, pas pour que la personne, elle aille mieux, ou pas pour la déculpabiliser. C'est tout à fait différent. Donc cette notion de pardon pour pouvoir avancer, elle est importante. Se pardonner aussi à soi-même, mais pardonner aux autres sans forcément se réconcilier. Et puis ensuite, il y a une deuxième notion qui est très importante, de laquelle je parle dans le livre, ça s'appelle la téléologie. D'après Aristote, c'est un très vieux concept, la téléologie, qui dit que chaque chose sur Terre a une finalité. Chaque traumatisme a une finalité. La finalité d'une graine, c'est de devenir un arbre. La finalité d'un traumatisme, c'est que ça va peut-être te servir et devenir une force dans ton parcours de vie, en aidant les autres, en faisant des séminaires, en écrivant des livres, en peut-être t'investissant dans le milieu associatif pour que les autres ne tombent pas dans les choses dans lesquelles toi, tu es tombé. Et donc, c'est pas pour que cette chose devienne une chose positive, parce que quelque chose de négatif, ça reste toujours quelque chose de négatif, mais pour que ça devienne quelque chose de bénéfique, d'accord? Et que ça t'aide toi dans ton parcours de vie et les autres dans leur parcours de vie. Donc, un traumatisme peut tout à fait se changer, se transcender
en quelque chose de, non pas positif, mais de bénéfique dans un parcours. Ça, j'en suis persuadé. Mais ça demande une force pour pouvoir prendre du recul et une force de résilience, puisqu'en fait, on parle de pardon, mais pardon, c'est de la résilience même, tu vois. C'est pardonner l'autre pour aller mieux. Il y a un proverbe asiatique qui dit que garder de la rancœur contre quelqu'un, c'est comme boire du poison tous les jours et croire que l'autre va en mourir. Ouais, c'est vrai. C'est une très belle phrase. Très vrai. C'est dans le livre aussi. C'est une très belle phrase. Voilà. Et je trouve que ça résume très bien la chose. Okay. Maintenant, ici, on va parler donc ici de liberté. Donc, on parle beaucoup dans notre société actuelle, on parle beaucoup de liberté. On dit la démocratie, la liberté, qu'on est assez libre, qu'on est libre de nos choix, donc le libre arbitre, etc. Mais pour toi, est-ce qu'on peut vraiment se dire libre quand, par exemple, on passe 4 heures par jour sur nos écrans, quand, par exemple, on va travailler de 8h à 18h, quand on va, par exemple, je sais pas moi, on a des obligations de tel à tel. Est-ce que pour toi, est-ce que c'est une sorte de liberté parce qu'on choisit de le faire, ces choses-là, enfin, on choisit de le faire, ou on les fait malgré nous, donc on perd un peu cette liberté? Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, je crois que pour parler de liberté, il faut parler des peurs qu'on a. Et donc des croyances limitantes et des peurs qu'on a. Donc qu'est-ce qu'on a comme peur? On a la peur de la mort, on a la peur de la maladie, on a la peur de perdre l'être cher, on a la peur de l'échec, on a la peur de ce que pensent les autres de nous, et on a la peur d'être pauvre. D'accord? Donc j'élimine la peur d'être pauvre, c'est je règle mes problèmes d'argent. C'est ma liberté financière. Liberté financière, c'est pas la liberté, hein. C'est liberté financière. C'est un début de liberté, on dort un peu mieux, mais mon money, mon problème. Donc c'est pas forcément non plus... Ensuite, se libérer de cette peur de la mort. Bon. Finalement, sa propre mort, on n'y assistera jamais. On assiste à la mort des autres. Donc, quand on est vivant, on n'est pas mort. Et quand on est mort, on ne sait pas qu'on n'est plus vivant. Donc, pourquoi avoir peur d'une expérience qu'on ne fera jamais? C'est absurde. Bon. Je pense que ça fait plus... Excuse-moi de te couper, je pense que la mort... C'est de mourir qui fait peur, c'est pas la mort en soi. Ouais, je pense que c'est le fait de mourir, mais c'est plus... C'est le vide, ouais, le néant, après. C'est ça. Bon. Ben, ça, on en parlera après, mais c'est pas, ça se discute aussi. C'est pas sûr que ce soit si vite que ça. Ensuite, la peur de perdre l'être cher. Bon, quand on a trouvé une personne qui nous correspond normalement, au bout de 15-20 ans, bon, on sait que voilà, après ce qui peut nous séparer, bah, c'est la mort ou la maladie. Justement, la peur de maladie, elle va rejoindre la peur de la mort. La peur de ce que les autres pensent de nous, alors quand on est jeune un petit peu, mais avec l'âge, plus on vieillit, plus on s'en fiche complètement. C'est ce que le psychanalyste Carl Jung, j'en parle dans le livre, appelle l'individuation. C'est quand on atteint un certain âge, on se focalise plus sur ce qu'on a envie de faire nous, plutôt que ce que la société exige de nous et ce que les autres attendent de nous. Donc ça... la peur des autres, on s'en fout. Donc, et la peur de l'échec, donc il y a toujours un risque d'échec, mais c'est vrai que plus on prend d'expérience et plus on connaît sa niche, moins on a peur de l'échec. Et de toute façon, il n'y a personne qui a réussi dans sa vie qui n'a jamais échoué avant. Donc, échouer, c'est la meilleure manière de recommencer sans faire les mêmes erreurs. Donc, c'est pas très grave en fait. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. On peut être sans le sou. Ça ne veut pas dire qu'on est pauvre. Être sans le sou, c'est provisoire. Hein. C'est arrivé à tous les hommes d'affaires, même les millionnaires. Hein. Quand tu dis on a sans le sou, des périodes sans le sou. C'est-à-dire 7 ans de vache grasse, 7 ans de vache maigre. Okay. Bah, on se retrouve dans des périodes financières compliquées. Okay. Mais ce n'est pas pour autant que... tu vas rester comme ça. Voilà, ce n'est pas de l'indigence. On n'est pas clochard, on n'est pas etc. Donc c'est pas non plus, c'est des choses qui sont surmontables. Donc une fois que tu as surmonté ces 6 grandes peurs de l'homme, qui sont les 6 grandes peurs qui ont été très bien décrites par Napoleon Hill dans plusieurs de ses livres. Moi je suis un grand fan de Napoléon Hill, il faut vraiment absolument lire Napoléon Hill, c'est vraiment très intéressant ce qu'il écrit. Et donc ces 6 grandes peurs, une fois qu'on a réussi à les dépasser, à les transcender, en général ça va pas trop mal et on est à peu près libre de ces 6 grands poids qu'on a sur les épaules toute sa vie, surtout quand on est jeune en fait. Tu vois. Voilà. Ok. Et donc pour toi, est-ce que pour toi, c'est une question aussi par rapport à la liberté, est-ce qu'on est tous libres? Ouais. Ou en fonction donc, des endroits où tu nais ou de ta situation, au niveau de tes parents, de ton environnement, tu es moins libre? Moi je pense que les hommes
n'ont pas tant peur de ne pas être libres que d'être pauvres. C'est-à-dire qu'on est dans une société où le capitalisme fait tellement de ravages que les gens ont plus peur de tomber dans la misère, dans la déchéance de la pauvreté, que d'être des esclaves. Et je pense qu'on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, même un chef d'entreprise, c'est un esclave. C'est un esclave de son entreprise, c'est un esclave des impôts qu'il a payés. Je sais très bien de quoi je parle. Donc, la liberté, c'est pas forcément celle qu'on croit. Et il y a une phrase de Napoléon Bonaparte que j'aime beaucoup qui disait « Les hommes ne naissent pas pour être libres. La liberté est le privilège d'une minorité d'entre eux. » Et à cela, Jean-Jacques Rousseau ajoutait que tous les hommes naissent esclaves. Seuls ceux qui veulent s'en affranchir deviennent à leur tour seigneurs ou maîtres. Et toi, par rapport justement à l'esclavage, qu'est-ce que tu penses du fait que j'avais vu donc récemment dans un document, dans un journal, il parlait du fait que avant donc l'esclavage a été aboli, donc maintenant l'esclavage a été aboli. Tu as la traite négrière. C'est ça. Parce que l'esclavage existe encore. C'est ça. Donc ça a été entre guillemets aboli. Mais ici maintenant, on est rentré dans un esclavage moderne. C'est ça. Dans le sens où une personne qui va travailler de 9h jusqu'à 17h... C'est ce que je raconte dans mon livre, exactement. C'est ça. En fait, au final... C'est l'esclavage moderne. Est-ce que tu trouves les ça normal? Les factures ont remplacé les chaînes, oui. Ouais. Oui. Mais c'est pour ça que je te dis que je ne suis pas sûr que l'homme est fait pour être autre chose qu'esclave. Hein. Mais donc du coup... Mais ça, c'est presque théologique. Hein. Ouais. C'est quand on parle des préadamites, pour ceux qui s'intéressent, qui ont lu... le livre d'Enoch, l'Ancien Testament, etc. On en parle déjà. L'homme, il y a une théorie qui dit que l'homme a été créé pour être l'esclave des dieux. Et est-ce que finalement Dieu, il est probable que ce soit une entité mathématique, parce que le langage mathématique est transmis entre les hommes, mais la structure mathématique est antérieure à l'homme, nombre d'or, la suite de Fibonacci, les coquillages, les divines proportions. Donc les mathématiques existent avant les hommes, mais c'est le langage mathématique qui est transmis entre les hommes. Donc il est probable que Dieu soit une entité mathématique. Tu sais qu'il y a la première dimension, c'est la longueur, la deuxième dimension, c'est la largeur, la troisième dimension, c'est le volume, la quatrième dimension, c'est celle dans laquelle on vit, c'est l'espace-temps. Et puis ensuite, il y a la cinquième dimension, qui est probablement ce qu'on appelle la dimension de l'éther, qui est la dimension immatérielle. Et il y a Blaise Pascal ou René Descartes, qui étaient des philosophes du XVIIe siècle, qui avaient avancé la théorie selon laquelle le vrai monde n'est pas le monde dans lequel on est là, c'est le monde du rêve. Et parce que c'est le monde du rêve qui permet de faire le lien entre ce monde matériel et le monde immatériel. Donc ça, c'est intéressant. C'est vrai. Et quand on étudie la physique quantique, moi je suis un grand fan de physique quantique, la constante de Planck ou le principe d'intrécation quantique, je ne sais pas si tu connais l'intrécation quantique, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des choses qui sont inexplicables, qui sont du domaine des mathématiques, et que peut-être que finalement tout tend maintenant à croire qu'il y a certainement une entité qui n'est pas matérielle, qui n'est pas une intelligence, qui n'est pas d'ordre neurologique. Et il y a une phrase d'Albert Einstein que j'adore, qui a dit « Un petit peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science rapproche du Créateur ». C'est vrai. C'est vrai que tous les scientifiques, même qu'on croit ou pas en Dieu, tous les scientifiques, tous ceux, dont même les Albert Einstein, tous les grands scientifiques ont prouvé que l'existence de Dieu. Il n'y a que, en fait, les politiciens. Bon, après, c'est autre chose. Il faut lire des livres sur l'intrécation quantique, livres sur la physique quantique. Hein. C'est très, très intéressant. Et c'est toute une nouvelle génération de scientifiques qui prouvent clairement qu'il y a une intelligence, il y a une entité, alors non neurologique, une intelligence, c'est pas un cerveau humain, tout tend vers ça, oui, de plutôt de mathématiques et de divin, oui, le nombre d'or, etc. Et donc l'homme n'invente jamais rien, hein, le théorème d'Archimède, Pythagore, l'homme découvre, mais l'homme n'invente rien. Tout ça, ça existait avant l'homme déjà, les mathématiques. C'est ça qui est intéressant. Mais pourquoi est-ce qu'alors tu penses qu'à l'école, dès notre plus jeune âge, on nous montre donc en biologie qu'en fait, qu'on vient du singe, qu'au final, qu'on s'est développé, etc., mais qu'on était déjà là. Enfin, c'est un autre débat. Ça. Parce qu'on n'a rien d'autre comme élément. Donc,
à l'école, on nous apprend. Bon, de toute façon, à l'école, on nous apprend à être des esclaves, des bons employés. C'est vrai. On ne t'apprend pas à l'école à créer une entreprise, on ne t'apprend pas à devenir indépendant financièrement, on t'apprend à être un esclave du système, dépendant du système, d'un patron et d'un salaire tous les mois. Et prendre un crédit, t'endetter pendant 30 ans et puis te crever une fois que tu as fini de tout payer. C'est ça qu'on t'apprend à l'école. Donc c'est très important de se cultiver, de s'éduquer, mais l'école n'est pas forcément l'endroit où tu vas t'éduquer et où tu vas vraiment apprendre beaucoup de choses. Je suis désolé de dire ça d'ailleurs, ça me désole. Mais c'est une réalité. Moi à l'école, j'ai pas appris grand-chose, très honnêtement. Tout ce que j'ai appris dans ma vie, je l'ai appris après, en choisissant mes lectures, en sortant, en allant dans des musées, en essayant de voyager partout dans le monde. L'école t'apprend pas à la vie, du tout. Ça, c'est clair. L'école t'apprend à être un bon employé qui va gagner 1 600 € par mois, à la poste ou employé de banque. Alors il en faut. Il faut des employés de poste, il faut des employés de banque. Attention, je suis pas du tout en train c'est très bien. Mais même quand tu discutes avec ces gens-là, j'en ai dans mes amis, ils te disent, c'est vrai qu'à l'école, on m'a pas appris, par exemple, la différence entre un actif et un passif. Ça, c'est vrai. On m'a pas appris à gérer mon argent. Ouais. On m'a pas appris à investir. On m'a pas. Voilà. C'est vrai. Et c'est fait exprès. Pourtant, dans certains autres pays, ils apprennent ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pour ça que, oui, en Suisse ou des gens qui, voilà, c'est une question d'éducation aussi, même aux États-Unis, où le rapport à l'argent est complètement différent. C'est aussi probablement l'éducation un petit peu chrétienne de la vieille Europe qui fait que c'est un peu honteux aussi, tout ce qui est en rapport avec l'argent, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas chez les protestants, où c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt une fierté de gagner de l'argent. Voilà, c'est une autre vision chez les juifs aussi, c'est plutôt une autre vision misérabiliste de l'argent. C'est vrai. Maintenant, écoute, on va parler donc de deux choses. On va d'abord parler donc de la mort, et après on ira sur l'art et l'amitié. Ça va, avant de conclure avec le message final. Donc ici, par rapport à la mort, je voulais te poser cette question. Pour toi, la mort, c'est quoi? Et qu'est-ce que ça implique, que ce soit émotionnellement, et on va essayer de relier ça aussi un peu à l'amitié, avant que tu nous définisses l'amitié, avec la question que je vais te poser par rapport à l'amitié. Donc la mort, c'est quoi? Qu'est-ce que ça implique par rapport donc à est-ce que tu fais un lien entre la mort et l'amitié, ou pas du tout? Et donc voilà, je te laisse répondre. Comme je te disais tout à l'heure, sa propre mort, on la vivra jamais. Donc on est affligé parce qu'on vit la mort des autres. Quand on va à un enterrement, quelque part, on n'aime pas trop y aller parce que c'est un peu à chaque fois aller à son propre enterrement. Donc je crois que dans l'idée de la mort, ce qui fait peur, c'est pas tant de mourir, c'est l'agonie qui est horrible. Et c'est surtout le vide qu'il peut y avoir après. Si on nous disait par exemple, non, mais tu sais, après en fait, t'es débarrassé de ta chair. D'ailleurs, l'homme ne peut pas être pur tant qu'il n'est pas débarrassé de son enveloppe corporelle, parce que l'enveloppe corporelle, elle a besoin de se nourrir pour survivre de calories. Au moment où elle a besoin de calories, ça veut dire qu'elle a besoin d'argent. Ça veut dire qu'elle est, si c'est moi ou toi, ce sera moi. Ça veut dire que forcément, donc l'homme ne peut pas être pur, l'âme ne peut pas être pure tant qu'elle est emprisonnée par le corps. Donc on ne peut être que de bonnes personnes pures qu'une fois débarrassées de notre enveloppe corporelle. Ça déjà, c'est une première chose. Maintenant, je te dis, on vit la mort des autres, on vit jamais sa propre mort. Quand on est en vie, on n'est pas mort, et quand on est mort, on ne sait pas qu'on n'est plus en vie. Donc avoir peur d'une expérience qu'on fera jamais, je trouve ça plutôt idiot, mais finalement, ce qui est important, c'est pas de vivre longtemps. Finalement, c'est... Beaucoup de gens pourront dire qu'ils ont été, mais peu de gens pourront dire qu'ils ont vécu. Et donc je crois que ce qui est important, c'est de vivre. Et il y a beaucoup de gens qui ont oublié ça. Beaucoup de gens qui survivent, ils ne vivent pas. Et je crois que ce qui est important, c'est d'avoir une vie bien accomplie et d'avoir vécu, plutôt que d'avoir juste été. Donc vivre longtemps, c'est pas, si tu veux, moi ça ne m'intéresse pas forcément en fait. De vivre jusqu'à 100, 120 tu vois, ans. Tu dis j'aurais pu, j'aurais voulu, j'aurais aimé, mais je ne l'ai pas fait. Tu vois. Faut mieux faire, et si ça se passe pas bien, tant pis, exactement. tu l'as fait. Et puis tu t'écrases en hélicoptère en faisant le tour du monde, c'est pas grave. Tu l'as fait. C'est vachement cool. Tu as fait le tour du monde et tout. Tu as vécu. Tu es mort comme tu as vécu, en fait. Tu as vécu à fond et passionné, tu as aimé, et c'est super. Tu vois. Donc je pense que le plus important, c'est pas d'être, c'est de vivre. Mourir, c'est secondaire. On y passera tous de toute façon, donc autant bien vivre. Ok. Et pour toi,
Par rapport, encore une question, par rapport à la mort avant qu'on parte à l'amitié, il y a quoi après la mort pour toi? C'est ce que je te disais, bon, moi j'en sais rien, si je le savais, mon vieux, j'en sais rien, si je le savais, je serais un prophète, hein. Je serais avec Moïse et avec Jésus-Christ et avec Mahomet. Tu penses qu'il y a quoi? Non, moi de ce que je lis et de ce que, moi ma conviction, c'est on passe probablement s'il y a autre chose, c'est quelque chose de l'ordre d'immatériel. C'est quelque chose qui n'est pas atomique et qui n'est pas... maintenant, on a été 108 milliards d'êtres humains, des animaux. Alors, si chaque animal et chaque être humain a une âme, où est-ce qu'ils sont, quoi, tu vois? Donc, c'est forcément quelque chose d'immatériel, déjà. D'accord? Donc, c'est quelque chose de la dimension de l'éther, ce que je disais, de la 5e dimension. Maintenant, évidemment, j'en sais rien. Maintenant, tu sais que les ondes, une onde est éternelle. Quand tu lances un caillou dans l'eau, dans la mer, ça s'arrête jamais. Hein, tu sais ça. Tu sais que ta voix, aujourd'hui, on est capable de capter avec un micro, on peut capter des communications de la Luftwaffe, de nazis, des Allemands qui bombardent Londres, qui communiquent entre eux dans les avions. On peut encore capter leur voix, des discours aussi. Les ondes, que ce soit les ondes dans l'eau ou les ondes vocales, sont éternelles, c'est-à-dire que ça se propage dans l'univers et ça ne meurt jamais. Okay. Donc la matière a une durée de vie de 13,8 milliards d'années, et quand la matière disparaît, elle se transforme en ondes, de toute façon, en micro-ondes. D'accord ? Okay. C'est ce que tu vois quand tu étudies la physique quantique. Donc de toute façon, quelque part, même nos atomes, nous sommes immortels. Oui, alors en tant que Jonathan, que Alexis de Comnène, on va mourir, mais nos atomes serviront de compost encore dans la Terre pour des espèces, pour des bactéries, pour des plantes qui vont se développer, pour d'autres animaux, etc. Donc on va juste changer de forme, mais nos atomes, ce qui forme ce canapé-là ou le parquet-là, c'est des atomes qui ont toujours été là, mais sous d'autres formes. Donc ça, c'est infini, c'est immortel en fait. Tu vois. Donc après, la vie en tant qu'être humain, oui, bah, elle est limitée, bien sûr. Mais la vie atomique et la vie non matérielle, elle peut être éternelle. Mais est-ce que c'est bien de vivre éternellement? Je ne sais même pas. Vivre éternellement. Est-ce qu'à un moment donné, on ne se fait pas un peu chier? Ouais, et puis après, j'ai l'impression que tu perds un peu le... Rien n'est plus exceptionnel, tu vois. Ouais, il n'y a plus ce truc, par exemple, quand tu voyages, tu découvres pour la première fois un pays, c'est waouh. Tu vois. Donc il faut, encore une fois, il faut bien vivre plutôt que juste se contenter d'être. Voilà. Il faut bien vivre, comme ça au moins on n'a pas de regrets. Et puis on verra ce qui se passe par la suite. Hein, c'est vrai. S'il y a moyen de moyenner, bah, on est OK. Mais bon, voilà, comme on n'est pas sûr de pouvoir continuer par la suite, autant vivre à fond maintenant. Faire un max de trucs. T'as raison. Je vais te poser donc une question par rapport à l'amitié. Je voulais savoir, est-ce que toi, tu fais la différence entre des amis et un ami et une connaissance? Et pour toi, ça serait quoi le test, entre guillemets, ultime pour savoir si c'est un véritable ami? Alors, je ne vais pas tourner le truc comme ça, en fait. C'est pas pour savoir si c'est un véritable ami. Je vais te dire une chose. Il y a 3 catégories d'amis, d'accord ? Selon Aristote, il y a l'amitié de plaisir. Donc, c'est les gens avec qui on part en vacances, les gens avec qui on va au restaurant, on va en boîte de nuit. Ça peut être sex friend. Quand on est célibataire, on a des copines filles, puis de temps en temps, ça va un peu plus loin. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amitié de plaisir. Première case. Deuxième case, il y a l'amitié par intérêt. C'est celle que j'aime le moins. Le fils du patron, un type qui est un peu riche, on sait que voilà, on aura plein de trucs à l'œil, au restaurant on ne payera jamais. Ça, c'est l'amitié par intérêt. Deuxième case d'amis. La troisième case d'amis, c'est ma favorite, c'est ce qu'on appelle l'amitié absolue. Enfin, c'est ce que Aristote appelle l'amitié absolue. Et donc c'est une forme d'amitié, c'est celle qui dure le plus longtemps, elle dure toute la vie en général. C'est une forme d'admiration réciproque entre 2 personnes, pour des raisons qui peuvent être complètement différentes. Hein, d'ailleurs, on peut admirer l'intelligence de quelqu'un, on peut admirer un talent artistique, on peut admirer sa façon de voir la vie, sa réussite, plein de choses. Donc c'est un respect, une admiration commune que 2 personnes ont l'une vers l'autre. Et c'est effectivement une forme d'amitié qui dure en général plus longtemps jusqu'à la mort.
Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'une amitié de plaisir ne peut pas se transformer en amitié absolue. Ça arrive. Pour l'amitié d'intérêt, c'est plus rare. C'est plus compliqué. Hein, voilà. Donc, la question n'est pas comment est-ce que je peux savoir si cet ami est un vrai ami. La question est de savoir dans quelle case je le mets. Est-ce que c'est un ami de plaisir? Est-ce que c'est un ami d'intérêt? Ou est-ce que c'est une amitié absolue qui est très rare? On en a 3-4 dans une vie. Et cette amitié absolue, ce qui est bien, c'est qu'elle est transgénérationnelle. Moi, je peux être ami avec des gens de 80 ans. Je peux avoir des gens qui ont fait la guerre, être très ami avec eux, pas de la même génération du tout. Et elle peut être même traverser les barrières du sexe s'il n'y a pas d'attirance, si on n'est plus en âge reproductif, puisqu'on est en âge reproductif à peu près de 12 ans à 40-45, après on se calme. Alors les hommes ils peuvent reproduire toute leur vie, même à 80 ans, mais chez les femmes en tout cas ça se calme après. Les petites filles d'ailleurs disent les garçons c'est bête, on veut rester entre filles, quand elles ont 6-7 ans, et puis après quand il y a les hormones vers 12-13 ans, c'est l'âge reproductif, on s'intéresse plus aux uns des autres, et puis après la retraite, les types préfèrent partir avec leurs potes à la pêche ou à la chasse, et les mamies restent entre elles faire du tricot, tu vois. Donc c'est bien la preuve que c'est le sexe, hein. C'est pas vraiment de l'amour, tu vois. Mais l'amitié absolue peut être aussi avec une femme plus âgée, plus jeune, etc. C'est juste que c'est pas le même type de relation, quoi. Tu vois. Et donc c'est pas est-ce que c'est un vrai ami, est-ce que c'est pas un ami, c'est juste dans quelle case je le mets. Alors il y en a qui vont rentrer dans une case des trois, hein. Donc ceux-là c'est pas des amis du tout. Mais ça c'est un type qui t'aime pas en fait. Mais donc voilà, c'est très simple, hein. 3 types d'amitié, voilà, amitié de plaisir, amitié par intérêt et amitié absolue, qui est la plus belle amitié, la plus pure. C'est sûr. Ah mais c'est bien, bah, franchement là tu m'as appris un truc et je vais commencer à classer mes amis du coup. Alors, bah oui, c'est tout ce qu'on dit là, c'est dans le livre, c'est vraiment un livre que j'ai écrit pour vraiment aussi aider les gens à partir de la philosophie, parce que finalement la philosophie c'est du développement personnel antique, en fait. Après, au XXe siècle, on a la psychanalyse. Tout ça, ça n'est que du développement personnel. C'est juste, c'est les époques qui changent, mais les hommes ont toujours voulu la même chose. La philosophie, c'est pour vivre mieux. C'est vrai. Tu vois, c'est du développement personnel, en fait. Et donc, je mets ça au goût du jour. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là. Voilà. C'est vrai. Donc, maintenant, ici, on est arrivé à la fin de notre belle interview, donc notre belle conversation, notre belle discussion. On va conclure. Donc, le mot de la fin. Ta devise, c'est « En tout ceci, triomphe ». Ah, c'est pas ma devise. Hein. En fait, il y a 2 devises de la famille de la maison impériale Comnène. Il y a « De tout ceci, triomphe » et il y a « Fama manet, fortuna perit » en latin, qui veut dire « La fortune périt, mais la gloire est éternelle ». Ok. Donc, moi, je n'aspire pas au triomphe. Hein. Okay. Déjà, je suis avec mes livres, c'est suffisant. Donc, j'ai ce nouveau livre-là. J'espère qu'il trouvera son public. J'ai un autre livre qui sort au printemps chez un autre éditeur parisien, qui est plus un livre de sciences politiques, d'anthropologie, qui s'appelle Les Nouveaux Princes, autopsie d'une démocratie et néo-totalitarisme. Okay. Il y a toujours une ligne commune dans chacun de mes livres. Ça va être la philosophie, bien sûr, toujours. Et puis les voyages avec lesquels j'ai beaucoup appris justement sur la philosophie orientale, confucienne, taoïste, le Moyen-Orient, etc. Donc tu as toujours quand même cette ligne directrice commune entre chacun de mes livres. Donc voilà, donc moi mon objectif pour 2026, c'est qu'il y ait un peu plus de gens qui soient heureux sur Terre, un peu plus d'amour nous sauvera tous. Ça c'est clair. Voilà, je souhaite le meilleur à tout le monde et puis en espérant que mon livre aidera beaucoup de gens à se sentir bien. C'est ça le but. Et à mieux se connaître et à comprendre ce qui peut les tourmenter, en fait. Et à obtenir cette fameuse tranquillité de l'âme. Ok. Je l'espère aussi et je te le souhaite aussi. Même si je pense que tu l'atteins, mais je te le souhaite de l'atteindre encore plus. Merci. Et on se dit à la prochaine pour ton prochain livre. Du coup. Ouais, à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.